Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la 7ème Illusion. Aujourd'hui, c'est Illustre Connu qui vous parle et je ne suis point tout seul, je suis accompagné de notre cher Soso. Sawyer, comment vas-tu Sawyer? Eh ben écoute, ça va très bien, merci à toi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de duo ensemble, donc c'est cool. Et j'espère que la communauté va bien aussi. Mais écoute, moi je suis très content de parler de ce film-là parce que j'ai beaucoup de choses à dire, donc ça va être une bonne émission, je pense. Mais de quel film il s'agit aujourd'hui? Il s'agit de Beetlejuice, aka Beetlejuice 2, la suite de Beetlejuice premier du nom, la suite qui arrive 36 ans après le premier opus qui était réalisé par nul autre que Tim Burton, ce deuxième opus qui est réalisé par nul autre que Tim Burton. Donc c'est le retour de Beetlejuice au cinéma, c'est le retour de Tim Burton au cinéma, et Pour le un projet film qui a pris longtemps à commence se faire, hein, pour le coup. Enfin, pour le coup, pour un c'est un film qui a projet. eu beaucoup de galères. Ah oui, bah il a mis 36 ans à se faire parce Ouais, qu'il mais me à un semble que moment ça donné, fait quand même. je crois qu'à un moment donné, il était même question que ce soit Johnny Depp qui fasse Beetlejuice à la place de Michael Keaton ou quoi. Ouais, je crois qu'il y avait des trucs comme ça. C'est un projet qui a mis énormément de temps à se mettre en place, mais ça y est, il débarque dans nos salles de cinéma. Il est sorti un peu avant aux États-Unis, il est sorti hier en France. On enregistre donc le 12 septembre, il est sorti le 11 septembre. Et c'est un projet qui donc a attiré beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde puisqu'il est en train de tout défoncer au box-office. Je me demande même si le film va pas atteindre le milliard ou s'il va pas être proche du Non, je pense milliard, pas, je ce qui pense est, pas. Bon, ça ce m'étonnerait, qui est hein, quand pour même, le coup, mais... c'est quand même un sacré démarrage qu'il a fait au box-office. Mais donc, on va pas non plus s'acharner sur le box-office, sur les statistiques. On est ici pour Évidemment. parler de cinéma. On est ici pour parler de cinéma. Donc, Beetlejuice, c'est sorti le 11 septembre 2024 en salle. Ça dure 1h44. C'est de la comédie, du fantastique, de l'épouvante horreur. Bref, c'est du Tim Burton. Et qu'est-ce que ça nous raconte? Après une terrible tragédie, la famille Dietz revient à Winter River. Toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice, Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail vers l'au-delà. Alors que le chaos plane sur les deux mondes, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne prononce le nom de Beetlejuice 3 fois et que ce démon farceur ne revienne semer la pagaille. Et donc, juste avant de parler pleinement du long métrage. Pour ce qui est du casting, donc c'est réalisé par Tim Burton, c'est d'après les personnages créés par Michael McDowell. Au scénario, nous retrouvons Alfred Gooch ou Goff, je sais pas comment ça se Je sais prononce, pas non plus. bref. C'est également d'après les personnages créés par Larry Wilson et au scénario, nous retrouvons également Miles Millar et donc Alfred Goff, je vais le dire comme ça, et À chaque fois, tu prends un temps en disant Goff. et Miles Millar, ils ont bossé dernièrement sur un autre projet de Tim Burton, sur Mercredi qui était sorti en 2022, qui était une série de Tim Burton pour Netflix, une série qui se passait dans l'univers de la famille Adams. Tim Burton qui n'avait pas fait de long métrage depuis 2019 avec Dumbo, donc là il revient au cinéma avec Beetlejuice, et au casting nous retrouvons Michael Keaton en Beetlejuice évidemment, Winona Ryder en Lydia Dietz, Jenna Ortega en Astrid Dietz, et d'ailleurs c'est intéressant parce que Jenna Ortega on la connaissait chez Burton que en série, mais maintenant on la connaît au cinéma avec Burton. Nous retrouvons également Catherine O'Hara dans le rôle de Delia Dietz, Willem Dafoe, qui il me semble est nouveau dans l'univers de Tim Burton. Il n'avait pas participé Je à un précédent crois, film de Tim Burton. j'ai pas le souvenir de l'avoir vu dans un film de Burton, pour le coup. Oui, moi non plus. Nous retrouvons également Justin Theroux, Monica Bellucci ou encore Arthur Conti. Sans oublier évidemment, Danny DeVito. Voilà. Donc Danny Ouais, ça fait DeVito, beaucoup de monde, hein. grand, Ça fait beaucoup de monde, c'est déjà un ça fait, indicateur. euh, ça fait beaucoup de monde. Danny DeVito, grand habitué du cinéma de Tim Burton, comme Michael Keaton, comme Winona Ryder. Donc, euh, donc je Qui le est là trouve pour un caméo, intéressant. Danny DeVito, quand même, hein. Oui, il est là pour un caméo, mais je le trouve intéressant ce casting parce qu'il marie en même temps des acteurs, des actrices qui sont des grands habitués du cinéma de Burton. Michael Keaton qui a joué donc dans Beetlejuice, qui a joué dans les deux Batman, Winona Ryder qui a joué donc dans Beetlejuice, qui a joué également dans Édouard aux mains d'argent. Euh, donc voilà, il marie des personnes qui sont très connues dans l'univers de Burton et des personnes un peu moins connues dans l'univers de Burton, comme Jenna Ortega, Willem Dafoe, Justin Theroux, Monica Bellucci, tu vois, donc je trouve ça intéressant. Et donc, vous l'avez remarqué, cette présentation est un petit peu bordélique, mais est-ce que ça serait pas un signe concernant Beetlejuice? Est-ce que ça serait pas
un joyeux bordel. Je me tourne vers toi, Sawyer. Moi, je garde le suspense pour mon avis, mais je me Ok. tourne vers toi parce que je sais que tu as vraiment énormément de choses à dire. Je rappelle juste avant qu'il y a eu une critique rétro sur Beetlejuice qui est disponible sur la chaîne de la 7ème Illusion. Sawyer et moi n'étions pas là, mais n'hésitez pas quand même à aller l'écouter. Et donc maintenant, qu'est-ce que tu as pensé de Beetlejuice Beetlejuice? Est-ce que tu l'attendais déjà? Bah alors écoute, je l'attendais oui et non, parce qu'en fait, disons qu'il y a eu le premier opus que moi je trouve être un des Burton les plus fun et vraiment drôle à suivre en fait. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce de rythme et en même temps, en fait, c'est vraiment l'équilibre qu'arrive à trouver Burton dans le premier Beetlejuice. C'est entre vraiment la comédie et le drame. Parce que moi, je me souviens que pour le coup, j'ai vraiment vu enfant la scène bon, on peut spoiler le 1, je pense que ça va. La scène de Oui. la mort le personnage de Alec Baldwin et sa femme. Et pour moi, il y a vraiment un impact en fait dans cette scène. Il y a un rapport à la mort en fait que je trouve assez dingue et qui traite justement dans toute sa carrière, mais notamment dans celui-là que je trouve assez fou en fait. Et donc c'est un film qui m'avait marqué. Du coup, j'étais très curieux de voir ce qu'on pouvait faire avec une suite, surtout que c'est quand même un univers qu'on peut étendre. Il y a un univers qui est Ah assez oui. riche en fait pour être étendu. Après, il y a les bandes annonces. Bon voilà, on va pas souvent parler des bandes annonces, mais moi qui m'ont pas rassuré parce que je trouvais que ça faisait un peu dégueu. J'étais pas très confiant quand même quand tu vois ces bandes annonces. Et il faut le dire, avant on a eu des retours critiques, etc., qui disaient que le film était une très bonne surprise, était en fait un très bon retour de Burton et que Burton revenait un peu en fait était un peu c'est un peu la renaissance de Burton, voilà, même dans le collectif il y a certains membres qui l'ont dit, mais bon voilà, donc j'étais très curieux d'aller le voir quand même, j'avais assez hâte quand même du coup avant d'aller dans la salle. Et en fait, je pense que c'est une énorme déception en fait ce Beetlejuice, parce que il raconte quelque chose en fait de la carrière de Burton, mais en fait il raconte une partie de la carrière de Burton qui est vraiment triste en fait. C'est que Burton essaye d'aller de l'avant, mais il est bloqué par son passé. Et jusque dans son dernier plan, pour le coup, on va avoir, je pense, une grosse partie spoiler, parce que bon, il y a pas énormément de choses à spoiler, mais surtout dans les thématiques et notamment dans la dernière scène, je trouve que c'est symptomatique, qui est que Burton est obligé en fait de se raccrocher à son passé en fait et ne peut pas aller de l'avant en fait dans son cinéma. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un film tragique et c'est presque un film, mais voilà, triste à suivre en fait, parce que je trouve que les 20 premières minutes sont super. C'est super bien rythmé. Il y a notamment le générique avec la musique de Elfman ou quoi, parce que Danny Elfman est aussi de retour à la composition, ça tu l'as pas dit. Mais voilà, ça je trouve ça vraiment pas mal. Il y a toute cette intro, voilà, avec le long travelling, comme à la manière du premier. Et c'est un gros gâchis parce que je trouve que c'est ce qu'on disait, c'est très mal rythmé. Il y a des énormes problèmes de rythme. Moi, je pense que c'est dû au fait que le fait est que tu vois le premier Beetlejuice c'était l'original, donc on te hypait, tu vois, l'arrivée de Beetlejuice qui arrive au final qui est c'est vraiment son film au bout de dans les 20 dernières minutes du film, tu vois, dans le premier opus. Et là, Ah du oui, coup, ouais, il est il est peu pas présent. très très présent, oui. Et il est plus là, je pense, dans celui-là que dans le premier. Ah, Mais en clairement. fait, c'est surtout pour moi, c'est surtout une excuse parce que justement, on a déjà mis Beetlejuice dans le 1, donc on peut pas le re-hyper comme à l'époque. Du coup, ce qu'on fait, c'est que on va faire un espèce de montage catastrophique, mais vraiment le montage est imblairable, où pour 20 minutes de Lydia Dietz et sa famille, on a 5 minutes de Beetlejuice, quoi. Et du coup, c'est très mal rythmé. Le problème en plus, c'est que ce que tu as dit, il y a beaucoup de monde au casting et facile sur les personnages que tu as présentés, sur les acteurs. Parce que bon, Danny DeVito, voilà, il a pas d'arc, enfin voilà. Mais sur les 8, 9 que tu as présentés, il y en a quoi, 6, 7 qui ont un arc en fait facile. Le problème, c'est que leur arc mène nulle part. En fait, il y a aucun développement de personnage en fait, à part sur un personnage, mais qui est symptomatique par rapport à ce que fait Burton de sa carrière. Et en fait, le reste, il y a quelques idées visuelles qui sont intéressantes, dont on parlera en spoiler. Mais malheureusement, en fait, le reste, c'est que pour moi, c'est un film totalement fan service en fait et qui reproduit tout ce que faisait le premier et qui essaye de refaire une formule en fait, mais avec 30 ans de retard en fait. Et pour moi, c'est un film qui fait déjà dater alors qu'il vient de sortir, quoi. C'est terrible. Donc non, pour moi, c'est une véritable déception. Pour éviter de faire trop aigri, je vais juste dire un truc, c'est que moi, je trouve que malheureusement, je trouve que le casting est vraiment pas très bon. En fait, je trouve même qu'ils sont soit en sous-jeu, soit en sur-jeu. Il y a deux personnes que je sauve dans le casting, que c'est Jenna Ortega, mais j'en reparlerai après. Et surtout Michael Keaton, que je trouve, en fait, si ce film prouve une chose, c'est que Michael Keaton est un acteur en fait phénoménal, parce que dans tout ce bazar, en fait, dans tout ce chaos que je trouve incroyablement inconsistant, en fait, Michael Keaton arrive à insuffler en fait encore de la comédie en fait et de la vie en fait là dans un truc pour moi qui n'a plus de vie et qui fait vraiment
mais qui fait dater. En fait, je trouve que ce film arrive en retard et n'a plus rien à raconter en fait sur son metteur en scène ou même sur sa saga. En fait. Ok, ok. Donc, est-ce que du coup, maintenant, je peux passer à mon avis ou tu as encore des choses à dire? Non, non, vas-y, vas-y. Après, on s'attardera sur les détails et les trucs. Je pense qu'on a beaucoup de choses à dire en détail. Ok, alors tu as soulevé un point intéressant au début quand tu parlais de tes attentes vis-à-vis de Beetlejuice, Beetlejuice. Est-ce que Beetlejuice, Beetlejuice est le retour de Burton? Et pourquoi on a parlé du retour de Burton? Parce que depuis quelques années, depuis notamment après les années 2000, il y a beaucoup de personnes qui ne retrouvent pas, selon eux, la véritable âme, que ça soit dans son fond ou dans sa forme, de Tim Burton dans ses films. Par exemple, il y a beaucoup de personnes, dont moi honnêtement, hein, qui, n'aiment pas beaucoup son Alice au pays des merveilles, beaucoup de personnes qui n'aiment pas Je pense que beaucoup c'est de loin son pire film, le film le Alice au pays des merveilles pour le coup. franchement, ouais, c'est vraiment pas terrible, mais c'est comme, La planète des singes, c'est comme Dark Shadows, Bah, il fait voilà. partie, ça c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais c'est qu'il fait partie des réalisateurs qui ont commencé avec de la stop motion. Et pour moi, quand on est passé aux années 2000, en fait, il y a plein de réals, en fait, qui ont galéré à passer de la stop motion au numérique, en fait. Et pour moi, il fait partie des réalisateurs, dont, entre autres, hein, parce il y a aussi d'autres problèmes, mais le numérique l'a vraiment tué, en fait, à un moment de sa carrière, en fait, je trouve. Bah, en fait, moi, je dirais pas en fait, je dirais que dans certains films, ouais, ça a tué la véritable âme de Tim Burton, notamment dans Alice au pays des merveilles qui, faut le dire, hein, je sais pas à l'époque, parce qu'honnêtement, je l'avais pas vu au cinéma à l'époque, mais maintenant, quand tu revois le film, c'est juste affreux. Genre, visuellement, c'est horriblissime, Ah, mais c'est ignoble, heu, hein, vraiment. mais pareil, Dark Shadows, tu vois, ça va pas, ça va pas, mais donc il y a beaucoup de personnes qui trouvent qu'après les années 2000, Tim Burton, c'est un peu mort, quoi et moi, je suis mi figue, mi raisin là-dessus, dans le sens que il y a des films après les années 2000 que j'aime vraiment beaucoup, même des films qui utilisent le numérique, comme par exemple, j'aime vraiment beaucoup, Miss Peregrine et j'aime bien Dumbo, mais par contre, je les aime avec une certaine mesure dans le sens que je trouve que c'est des films de Burton où Burton s'applique, mais il ne s'amuse pas, tu vois? Par contre, des films où il s'applique et où il s'amuse après les années 2000, bah, j'adore, tu vois, par exemple, Sweeney Todd. Sweeney Todd, c'est Ouais, ouais, juste ouais. c'est incroyable. Big Fish, il me semble que c'est quand même après les années 2000 ou c'est au tout début des années 2000? C'est pas 2004, 2003, un truc comme ça? Je vais aller regarder, en direct. Si vous entendez des petits bruits de souris, eh bien, je suis désolé. Il y a ma souris en featuring, du coup, c'est 2003 Big Fish. C'est 2003. Bah, Ok. voilà, bah, Big Fish, c'est après, enfin, c'est durant les années 2000. C'est vraiment, super. Mais il y a aussi Frankenweenie, tu vois? Frankenweenie, c'est pas mal du tout. Après dans les beaucoup plus oubliables, voilà, il y a Dark Shadows, il y a également La planète des singes, même Big Eyes quand on y repense, c'est quand même, assez fadasse, quoi. Mais donc voilà, je suis mi-figue, mi-raisin sur le Tim Burton, après les années 2000. Mais ce que je trouve, c'est que dans la plupart du temps, il s'applique au lieu de s'amuser. Et donc moi, ce que j'attendais avec Beetlejuice, Beetlejuice, déjà, je voulais pas voir un film Beetlejuice avec v'là la tonne de numérique, tu vois. Mais ça, je pense que c'était la hantise de tout le monde. Et je pense que Tim Burton l'a compris lui-même, puisque pour Beetlejuice, Beetlejuice, ils sont revenus aux sources. Enfin, ils ont vraiment fait le gros du travail sur les Oui. effets spéciaux. Après, tout le Euh, film a été vendu sur le fait qu'il y avait que des effets en stop motion. C'est pas vrai. Il y a quand même plein d'effets. Pas Faut le forcément en dire, hein, stop même. motion, mais en pratique. Des Oui. effets pratiques. Ouais, mais il y a quand même des effets. Alors attention, parce que justement, moi, je vais pas attaquer le film là-dessus parce que je trouve il a des problèmes plus graves que ça. Mais autant, je trouve que le film est pas si dégueu que ça. En fait, on va évacuer ça. Je trouve il y a des effets qui passent bien, notamment la scène de l'avion dont on parlera en spoiler où tout le monde l'a défoncé. Et pour le coup, on s'est bien fait avoir sur la scène de l'avion, qui est une des meilleures scènes du film, je pense d'ailleurs. Mais c'est notamment, en fait, je trouve qu'il y a quand même des scènes. On peut le dire sans l'abondance, la scène des influenceurs avec le téléphone, c'est quand même très très moche hein, quand même. Bah moi je trouve pas. Mais attends, du coup je vais dire ce que je pense de, de Pardon, Beetlejuice, pardon, oui. Beetlejuice en fin de compte. Donc moi j'attendais un film qui laisse de côté le numérique. Ça a été promis que ça laissait de côté le numérique. Et j'attendais surtout vraiment, j'attendais un film où Tim Burton cesse de que s'appliquer, qui s'applique et qui s'amuse avec Beetlejuice, Beetlejuice. Comme il s'est appliqué et s'est amusé avec Beetlejuice premier du nom 30 ans avant, tu vois. Et je me disais,
ouah, putain, si Beetlejuice, il s'applique et il s'amuse comme un fou, ça aura trop de sens, tu vois, et un sens qui sera magnifique puisque Beetlejuice, c'est pas son premier long métrage, hein. Son premier long métrage c'était Pee-wee, mais c'est un peu le long métrage qui a posé le mythe Tim Burton. Donc si là il renaît avec Beetlejuice, ça serait génial. Et donc est-ce que c'est le cas? Oui. Honnêtement, moi, Beetlejuice, c'est un film qui a plein de problèmes. Je vais te rejoindre sur le fait que il y a un problème global de structure et il y a des problèmes de montage. Je trouve que il y a des scènes, t'en as un petit peu parlé, il y a des scènes qui durent 10 fois trop longtemps et d'autres qui durent 10 fois trop peu de temps. Mais c'est fou, il y a quand même des Mais trucs. Moi, je trouve qu'il y a des scènes où les personnages te réexpliquent ce qui s'est passé dans la scène d'avant. En fait, il y a des problèmes d'écriture qui sont à ce point-là graves, en fait. non, mais bah, là, je parle plutôt ouais, structure et montage. Mais en même temps, tu vois, même s'il y a ces problèmes-là, qui sont vraiment des problèmes, même si on passe un bon moment devant le film, pour moi, on peut pas les oublier, tu vois. Limite, ce serait pas respectueux envers Tim Burton de passer outre ces problèmes-là, tu vois. Faut les noter, mais en même temps, franchement, je trouve qu'il s'amuse comme un fou. Et en fait, je trouve que, tu vois, ces scènes, par exemple, la scène de la présentation du personnage de Monica Bellucci, elle est 10 fois trop longue. Mais en même temps, je me dis, Tim Burton, qu'est-ce qu'il a l'air de s'amuser dans cette scène-là? À vraiment la faire durer longtemps pour qu'il y ait une mise en scène assez particulière, une mise en scène où il y a plein d'idées, où il y a une idée par plan qui se développe. J'ai l'impression que, limite, Tim Burton, quand il a fait Beetlejuice, il s'est dit, bon, le scénario, voilà, je vais poser 2-3 trucs, ça sera pas très bien posé, mais au moins avec ces trucs-là, je vais pouvoir m'amuser à la mise en scène, tu vois. Et vraiment, Mais c'est en fait, justement, continuellement c'est ça. intéressant. Moi, C'est j'ai un continuellement truc à dire ça. sur la scène de Monica Bellucci en plus. Vas-y, vas-y. C'est continuellement ça. J'ai l'impression que, ouais, il s'amuse. Et il est appliqué parce que, franchement, Beetlejuice, on va être honnête 2 secondes, c'est vraiment très loin d'être la catastrophe visuelle dont on avait peur. Franchement, le film Non, est c'est pas propre. moche. C'est pas si Le moche. film, Ouais. en termes d'éclairage, il y a de très belles choses. En termes d'effets pratiques, il y a de très belles choses également. Et surtout, le film nous a bien eu parce que t'en parlais, mais dans la bande-annonce, je crois que c'était dans la deuxième bande-annonce, à un moment, il y avait un plan sur un avion. Et je me souviens que toi, moi, et notamment d'autres personnes dans La Septième Illusion, on avait bondi sur notre siège en mode mais qu'est-ce que c'est que ce plan? C'est absolument horrible. Et on s'est bien fait avoir parce que ce plan appartient à une séquence qui a un style visuel très particulier qu'on va pas dévoiler là, on en parlera en partie spoiler, mais donc ce style visuel très particulier, quand tu y assistes, tu dis ah ok, je comprends pourquoi dans la bande-annonce j'ai trouvé ce plan dégueulasse, mais là je le trouve pas dégueulasse. Et d'ailleurs la scène de l'avion, tu l'as dit, c'est l'une des meilleures séquences du film. Bah en fait justement, c'est ouais, j'aimerais rebondir là-dessus en plus c'est pour le coup vraiment, c'est que moi la scène de l'avion, la scène alors je vais te dire comme ça ça spoilera pas, des origines de Beetlejuice et la scène de création Bah, alors, de... si ça peut te rassurer, pour le coup, la scène des origines de Beetlejuice, je crois qu'elle avait été dévoilée. Enfin, moi, en tout cas, OK, je l'avais d'accord. vu passer en HD vraiment avant la sortie du Je film. crois que c'était à la Mostra ou un truc comme ça, ouais, enfin bref. Oui, Mais voilà, oui, puisque c'est le film a été à la Mostra et a reçu notamment 11 minutes de standing ovation, je crois. oui, bon. Euh, Bon, on va pas rentrer dans les détails de la standing ovation, mais bon, c'est déjà je trouve qu'il y a rien de plus cringe que que les standing ovation, ouais, mais franchement. tu vois, par exemple, Horizon 2 de Kevin Costner, je crois qu'il a reçu 3-4 minutes de standing Ouais, ovation. mais Donc, mec, je pense quand même que... imagine tu reçois une standing ovation. Moi, je suis déjà gêné quand on me chante joyeux anniversaire une fois. T'imagines 11 minutes de standing ovation? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, tu Oh vois, moi, quand putain. je regarde Édouard aux mains d'argent chez moi à la maison, il a 60 minutes de standing ovation de moi qui me lève Ah et ouais, qui applaudit, d'accord. tu Mais vois. t'as du temps hein, quand même, hein. T'as du Ouais, temps. ouais, ouais. Mais du coup, vas-y, Enfin continue. bref. Ouais, du coup donc sur cette scène, bon voilà, qui est en noir et blanc, etc. Parce que voilà, elle a été diffusée et en plus elle est doublée en italien, etc. C'est un truc que je trouve assez marrant. Mais en fait, moi c'est ce que je voulais que soit le film. En fait, c'est un espèce de truc qui en a rien à faire de la structure et qui expérimente plein de trucs. Tu me fais une scène en noir et blanc, tu me fais une scène en stop motion, tu me fais même une scène là sur les Bee Gees avec la création de Monica Bellucci qui est vraiment marrante pour le coup. Mais en fait, le film pourrait être cette espèce de truc complètement nerveux qui respecte rien, mais qui a 8 idées à la minute. Mais il l'est pas parce qu'en fait, c'est les 3 seules scènes pour moi que je retiens en fait et C'est qui sont faux. vraiment. Non, si, mec, il C'est y a. tellement faux. La scène de Mac, Arthur Park, la musique de Richard Harris à la fin, Bah, qui est une reproduction, qui est littéralement la meilleure scène du film. qui est littéralement la même chose que Shake 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 Sinora à la fin du premier. Mais pas du tout.
parce que ça raconte Bah pas si, du tout la même chose. enfin, mais c'est la même chose. Enfin, Non, non, c'est mais reprendre le passé. la scène dans le premier long métrage de la danse à la table, c'est une scène qui se veut vraiment marrante, on en voit tout valser, on rigole, tu vois. Là, dans cette scène où ça rend hommage notamment à une carrière musicale qu'a eu Richard Harris. Richard Harris, si vous voyez pas qui c'est celui qui a joué Dumbledore dans Harry Potter 1 et Harry Potter 2. Cette scène-là, le morceau dure 7 minutes. La scène, c'est une scène de danse et de chanson qui dure 7 minutes où ils assument complètement le côté on va mettre la voix de Richard Harris sur tous les personnages. C'est une scène, en plus, je suis désolé, qui évolue 10 fois plus que la scène dans le premier long métrage. Et surtout, on le voit dans la bande-annonce, à un moment, Beetlejuice s'envole avec Winona Ryder dans ses bras. Et il y a des images, justement, je vais pas trop spoiler, mais des images du premier film qui Et qui sont défilent à ce d'une moment-là. incruste dégueulasse. Non, arrête, Ah ça si, c'est... c'est d'une T'es aigri, laideur, là pour le coup, là on rentre dans le numérique cracra là, vraiment pour le coup. Enfin, je trouve ça vraiment drôle. Mais mec, Non, je trouve ça vraiment immonde. c'est juste des bulles avec un petit fondu qui montrent des scènes du premier film dans une scène que moi je trouve vraiment superbe dans ce qu'elle raconte et tellement plus émouvante. Genre la scène dans le premier où il danse et il chante, c'est marrant, mais là c'est vraiment émouvant. C'est Burton qui retrouve sa folie créative, qui retrouve son amusement, qui retrouve son âme C'est de marrant gosse. parce que toi tu vois ça, moi j'y vois vraiment Burton qui réembrasse en fait le passé en n'assumant rien en fait. Et par contre, je suis désolé parce que depuis tout à l'heure on parle du monde des morts, du truc, etc., des idées visuelles. Mais mec, pour 30 minutes du monde des morts, on doit se taper 1 heure avec des humains dont on en a rien à foutre. Le personnage de Justin Theroux, il est si mal caractérisé. C'est faux. Enfin, Non, c'est faux. C'est faux. Alors, en fait, le problème, c'est que quand on va parler des persos, va falloir qu'on spoil. Donc, ouais. pour le moment, je propose qu'on reste un peu encore sans spoiler. C'est un bordel cette critique, mais c'est comme le film. Oui, mais bon, c'est comme le film, c'est pas grave. Mais moi, je trouve, voilà, quand même que Beetlejuice a des énormes problèmes de structure, des énormes problèmes de répartition des scènes, de montage. Mais en même temps, c'est ça qui est marrant, c'est ça qui est perturbant, c'est que c'est sa qualité. C'est-à-dire que vu que Tim Burton n'en a rien à foutre de la structure de son film, qui veut juste s'amuser, et qui s'amuse bien, et ben je m'amuse. C'est-à-dire qu'en même temps, je passe outre durant mon visionnage de ces problèmes de structure, etc., et je m'amuse, mais quand je ressors, je ne peux pas passer outre, parce qu'on juge quand même un film, on juge pas une attraction, tu vois. Même si on retrouve ce côté train fantôme très agréable qu'on avait dans le premier opus, mais en fait, voilà, moi, Beetlejuice, j'y vois vraiment une œuvre touchante, une œuvre où Tim Burton retrouve son âme d'enfant, et je suis pas d'accord, il fait pas les mêmes choses. Moi, c'était une de mes peurs, que ça soit une ressucée du premier. Il fait pas les mêmes choses que dans le premier long métrage. Ce n'est pas le même scénario, Beetlejuice ne sert pas à la même chose. Il y a le personnage de Monica Bellucci, le personnage de William Dafoe, tout ce que raconte le personnage de Jenna Ortega, le personnage de Justin Theroux, ça n'a rien à voir avec ce que racontent les personnages dans Beetlejuice 1, qui était le début de sa carrière, Beetlejuice qui se veut le relancement de sa carrière. Donc en même temps, forcément qu'il va aussi aborder le passé de sa carrière. Tu peux pas, c'est comme toi dans la vie, tu peux pas te dire, voilà, je viens de traverser une épreuve qui était compliquée et je vais me relever sans penser à l'épreuve compliquée que tu viens de traverser, tu vois. Oui, mais il y a un gros problème, c'est que, mais en fait, ça, par exemple, ça se traduit dans le visuel. C'est-à-dire que il veut nous refaire les visuels de l'époque. Sauf qu'il y a un gros problème, c'est que on parle souvent de numérique, etc., et d'effets pratiques, là, on en a beaucoup parlé. Mais ça se traduit aussi, en fait, à travers la manière de filmer et la caméra, en fait. C'est-à-dire que je pense que on peut, à mon avis, ça a été tourné en pellicule, l'original. L'original a été tourné en pellicule, à mon avis. Oui, bah oui. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, il y avait un truc avec la pellicule, en fait, de Burton quand il filmait Le Monde des Morts. Déjà, il y avait un truc qui était intéressant, c'est que dans mes souvenirs, parce que j'ai pas revu le premier, mais dans mes souvenirs, on le voit très peu, Le Monde des Morts, tu vois. Dans mes souvenirs, je trouve que on voit quand même très très peu le monde. On voit surtout Beetlejuice et l'endroit où il habite, etc. Mais on voit très peu le monde. Et du coup, il y avait un aspect mystérieux avec ce monde, en fait, qui donnait envie de voir d'autres choses. Là, Le Monde des Morts, il est montré. Et je suis désolé, c'est 3 couloirs et un sac de sable pour le verre de sable, quoi. Il y a un truc, c'est un couloir, en fait, ce monde. Et du coup, il y a une espèce, pour moi, même si on le prend comme un film de grand spectacle, pardon. Dans le premier film, je suis désolé, Le Monde des Morts, c'est 3 couloirs, une salle d'attente et la salle où ils discutent avec ouais, la mais il est vieille très peu femme. montré. Ouais, mais il est très peu montré. Mais là, non seulement t'as les couloirs, t'as la scène où travaille, t'as la scène, pardon,
Donc, tu as les couloirs, tu as le décor où travaille Beetlejuice, tu as la salle d'attente, tu as les bureaux, tu as également tout un truc Mais génial avec un train, le train des âmes, etc. Machin. Il y a 10 fois ouais, plus le monde des mais qui est morts et tellement ils le mal développent 10 exploité. fois plus. Mais pas du Et tout. qui est tellement mal. Mais en fait, il est tellement mal exploité parce que, en fait, c'est une idée. Tu vois, par exemple, le Soul Train, voilà, on en parlera après, en spoiler si tu veux revenir dessus. Mais c'est une idée qui est vachement intéressante. C'est même une idée qui est marrante. C'est une vanne rigolote, tu vois. Mais en plus, mais c'est tellement. Alors là, pour le coup, ça va me permettre de faire une transition sur un truc. C'est tellement filmé pauvrement, en fait, sans inspiration. Il a aucune idée de comment iconiser, en fait, ces personnages-là. Et ça revient justement à ce que je disais, c'est que le seul personnage qui filme avec un peu d'amour et qui iconise un peu, c'est Beetlejuice. Parce qu'en fait, le seul personnage qui l'intéresse, c'est Beetlejuice. Et le reste, il n'en a rien à faire, en fait. Il traite ses personnages par-dessus la jambe, en fait. Et inconsciemment, le personnage qui le représente le mieux, c'est Winona Ryder. Mais ça, pour le coup, j'aurais besoin d'en parler en spoiler quand on parlera des personnages. Bon, alors, on va passer à la partie spoiler. Juste avant, je tiens à dire quand même que la musique de Danny Elfman est top, une nouvelle fois. Par contre, Alors, la scène il y a un d'intro, truc. mais après, je l'ai pas trop retenu. Si, franchement, moi, il y a vraiment. Je trouve qu'elle accompagne bien le long métrage. Par contre, il y a un truc, je me questionne dessus, c'est qu'ils ont sorti donc l'album Beetlejuice Beetlejuice Ouais. avec 2 musiques de Danny Elfman et le reste, c'est les musiques Mac, Arthur Park, tout ça. Mais il n'y a pas les autres morceaux de Danny Elfman. Pourtant, quand tu vois le film, tu vois qu'il a. Enfin, t'entends qu'il a composé d'autres morceaux. Donc, je sais pas comment s'ils vont sortir un album plus tard, je sais pas. Mais donc, maintenant, on va passer à la partie spoilers de Beetlejuice Beetlejuice. Et croyez-moi, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je pense que toi aussi, tu as beaucoup de choses à dire. Ouais. Et donc, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Voilà, on est passé à la partie spoiler. Non, en vrai, franchement, je sais que j'ai fait des bides, mais lui, c'est pas le plus vénère, non? Il est dans le thème. Non, c'est pas le plus vénère, c'est pas le plus vénère. Il est pas dans le top 10, je pense. C'est la partie où on va le plus s'engueuler. Donc, Oui, c'est vrai. donc voilà, C'est vrai qu'avant, Beetlejuice, c'était soft. Beetlejuice amène ses soucis. Mais donc vas-y, je me tourne vers toi, dis-nous tout là, tout ce que tu as sur le cœur concernant cette partie spoiler et les personnages et tout ça, tout ça. Dis-nous Bah, que t'as tort, vas-y, vas-y. l'agressivité dans la voix, putain. Non, honnêtement, bah déjà, je voulais conclure un tout petit peu sur, bah justement, moi, je trouve que les séquences avec les verres de sable, etc., je trouve que c'est filmé avec peu d'âme. En fait, pour moi, c'est un long couloir, tu vois, c'est vraiment une checklist, en fait. Et c'est ça qui me rend le plus triste, c'est qu'au début du film, on a justement ce long travelling, etc., jusque dans la maison. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, c'est Ed Wood. Tu vois, le long travelling dans les tombes qui va jusqu'à la télé, etc., moi, ça me rappelle le début d'Ed Wood. Et justement, tu sens, c'est ça qui est le plus triste dans le film et qui me rend le plus triste, c'est que tu sens toute sa volonté. Mais en fait, j'ai l'impression, et c'est terrible hein, ce que je veux dire, mais qu'il n'a plus la capacité de faire un film comme avant, en fait, et qu'il ne sait plus le faire. Et donc, il est obligé de reconvoquer le passé, en fait, pour le faire. Et donc, c'est un film fan service, en fait. C'est un film il va te ramener le verre des sables, il va te ramener. Mais pour moi, il y a des trucs. mais non, c'est pas du fan service. Soso, honnêtement, c'est de la pure continuité d'univers. C'est comme Non, non, si non, quand non, tu non. voyais, par exemple, les Seigneurs des Anneaux, tu disais, dans le deuxième Seigneur des Anneaux, il ramène tel truc du 1. C'est vraiment du fan Ouais, mais service. Non. l'exemple tient pas parce que le Seigneur des Anneaux, ça a été pensé comme une trilogie. Là, on parle, en fait, ça rentre typiquement dans ce qu'on appelle les legacy sequels, c'est-à-dire les suites qui arrivent des années et des années après leur film original. Tu vois, on peut dire qu'il y a Top Gun, on peut même dire qu'il y a Matrix 4, tu vois, dans le lot. Enfin voilà, il y a T'as des bien films. aimé Top Gun Maverick, par exemple? Bah oui, j'ai beaucoup aimé Top Gun Maverick Bah voilà, mais Top parce Gun que, Maverick, même si je l'aime beaucoup, bah, il prend beaucoup de choses du premier long métrage pour les réinventer ensuite. C'est la même chose, ouais, Beetlejuice 2. et merci de me faire la transition parce que Top Gun Maverick, par exemple, si on prend Top Gun Maverick, c'est un film qui parle justement de qu'est-ce que c'est les vestiges en fait des action heroes et de cette époque des années 80 qui est révolue aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est Tom Cruise, c'est presque un discours méta, qui est la dernière star d'action du cinéma hollywoodien en fait, et qu'est-ce qui reste? Et est-ce que cette dernière star est condamnée à périr, tu vois? Là, je suis désolé, il n'a rien à raconter. C'est un film qui est pauvre, sauf, et justement, très bonne transition, sur le personnage de Winona Ryder, parce que pour moi, le personnage de Winona Ryder, c'est un avatar de Tim Burton. En fait, dans le sens où, pour le coup, je vais te laisser développer après, parce que c'est vrai que tu m'as ouvert les yeux sur un truc qui était assez intéressant par rapport au personnage de Justin Theroux et ce qu'il Bah, représentait je t'ai pour Winona ouvert les Ryder. yeux, je t'ai ouvert les yeux sur 2 trucs qui sont intéressants. Ouais, et j'ai un truc à dire après sur Winona Ryder qui est négatif pour le coup. Bah du coup, vas-y, commence et puis après je te défonce. Bah, écoute, après, écoute, après, tu parleras de Disney, tout ça, de Justin Theroux et tout ce qui lui est lié. Mais bon, déjà, je trouve que on parlera après du jeu d'acteur, et des arcs de personnages, mais c'est très mal géré. Mais c'est surtout que le personnage de Winona Ryder, c'est un personnage qui veut aller de l'avant, qui veut fuir son passé et qui en a marre d'être hanté par Beetlejuice, tu vois. Et en fait,
là où tu vois le premier, en fait, s'est terminé avec elle qui acceptait sa condition de médium, etc., et qui était heureuse, en fait, et qui était aussi un avatar de Tim Burton, hein, à l'époque, en fait, et qui acceptait, tu vois, d'être différent. Bon, déjà, je trouve que le rapport avec le fric et la différence avec les normes sociales est pas très bien représenté dans le film. Mais le dernier plan, c'est Beetlejuice qui, en fait, c'est elle qui rêve, etc. Il y a toute une séquence un peu onirique où à la fin elle rêve. Elle se réveille, il y a Beetlejuice à côté d'elle, et en fait, c'est un rêve dans un rêve parce qu'elle se réveille et elle est toute seule. Et en fait, pour moi, c'est pour le coup vraiment, et je le dis sans, on va se foutre de ma gueule, hein, mais pour le coup, ça m'a vraiment rendu triste en fait cette fin de film parce que ça représente Burton qui est hanté par son passé, qui arrive pas à s'en défaire et qui dit même là en fait il se retrouve et au final en fait c'est juste quelqu'un tout seul qui est hanté par son passé et qui arrive pas à aller de l'avant. Et c'est ce dernier plan, il est d'une tristesse en fait thématiquement parlant. Alors il l'a sûrement fait inconsciemment, hein, mais pour moi en fait dans la manière dont je l'analyse, après peut-être que je dis n'importe quoi, mais je trouve que il est d'un tragique en fait quand un auteur qui était si grand en fait par le passé est plus en capacité en fait de faire un film qui est aussi grand et aussi compétent qu'à l'époque et donc obligé de convoquer les figures du passé en fait et pour moi il y a une vraie dimension tragique là-dedans. Après bon je te laisse parler, après on parlera un petit peu des personnages et de leurs multiples arcs parce que pour moi il y en a trop aussi, c'est aussi un des gros Comment, points du film. comment tu peux dire que le film est pauvre thématiquement et qu'il ne raconte rien, premièrement, après tout ce dont tu viens de parler, ça prouve déjà par A plus B que le film parle de choses, alors qu'il en parle bien ou pas bien, ça c'est à toi d'en juger, mais voilà. Deuxièmement, comment tu peux dire que le film est pauvre thématiquement quand, oui, Winona Ryder représente Tim Burton, mais s'ajoute à cela le personnage de Justin Theroux. Justin Theroux, qu'on croit être un bon gars qui prend soin de Winona Ryder Tu le qui vois venir à représente... des kilomètres sans déconner. Mais on s'en fout de ça. Le but, c'est Oui oui non mais oui mais est-ce que enfin la thématique est bien gérée et intéressante? Est-ce qu'elle raconte des choses qui sont intéressantes sur Tim Burton, sur la figure Tim Burton? Oui, parce que Winona Ryder représente l'univers de Tim Burton. Justin Theroux représente, pour moi, il représente vraiment genre Disney. Disney qui a participé à la destruction de Tim Burton, qui fait genre, hey, on t'aime pour ton univers, on t'aime vraiment, on veut prendre soin de ton univers, etc. Mais qui au final, et ça on le voit dans la scène de fin, n'est intéressé que par l'argent, par la fame que peut apporter l'univers que porte en elle Winona Ryder, et donc par conséquent l'univers que porte en lui Tim Burton. Donc moi je trouve que c'est une thématique qui est bien développée. C'est beaucoup, tu vois, genre, ok, je suis d'accord sur un truc, il y a une vanne sur Disney dans le film qui est pas finaux du tout, tu vois, qui est même un peu dommage quand tu vois que il avait réussi à parler de comment Disney l'a détruit au travers du personnage de Justin Theroux d'une manière plutôt subtile. Donc le fait qu'il rajoute une vanne, un pic à Disney à un moment, ça c'est pas très fin, tu vois, c'est un peu, vous avez compris vous les spectateurs que je tacle Disney, ça c'est pas fin, tu vois. Mais en soi, tout le développement Winona Ryder, Justin Theroux est intéressant, surtout que Justin Theroux, voilà, il finit très mal, tu vois, en mode je te, je te défonce la gueule, genre le serpent des sables lui défonce la ouais bien gueule. sûr. Et alors moi, là où j'ai trouvé le film mais vraiment mais tellement touchant, c'est au travers du personnage de Jenna Ortega. Jenna Ortega qui, ça pas, enfin, je crois pas que ça a été confirmé vraiment par Tim Burton et Jenna Ortega, mais Jenna Ortega représente l'espoir et l'envie de créer de Tim Burton. Et ça se sent parce que voilà, il l'a prise pour Mercredi. Et tu vois, à l'époque, on pouvait se dire Jenna Ortega, Tim Burton, Mercredi, Netflix. Voilà, c'est une actrice populaire, c'est une actrice qui marche bien dans ce genre d'univers. Donc c'est normal qu'ils fassent un projet ensemble. Voilà. Mais en fait, moi, le truc qui m'a interpellé, c'est qu'il l'a reprise pour Beetlejuice. Parce que je pense sincèrement que Jenna Ortega représente vraiment que Tim Burton voit en Jenna Ortega une envie de créer, comme il avait à l'époque avec Michael Keaton, avec Johnny Depp, tu vois, avec Helena Bonham Carter, avec ses acteurs et actrices phares, qui, bah, tu vois, je suis pas sûr que Tim Burton va refaire des projets avec Johnny Depp ou Helena Bonham Carter, tu vois. Donc, il lui restait Michael Keaton, mais j'ai l'impression que voilà, Jenna Ortega, il souhaite créer des projets avec cette actrice parce que son jeu le passionne, parce que l'univers de Jenna Ortega passionne Tim Burton. Et donc le fait que tout le film consiste à il ne faut absolument pas laisser Jenna Ortega mourir, partir dans le monde des morts, donc partir ailleurs, parce que ça représente un espoir, je trouve ça chamboulant, je trouve ça trop beau, je trouve ça vraiment super intéressant sur ce point-là. Et pour ce qui est
Enfin, je trouve ça super intéressant sur ce que ça raconte de Tim Burton, tu vois. C'est une sorte d'appel à l'aide et en même temps de voilà, il faut pas que j'abandonne cette fois-ci l'envie de créer parce qu'il a failli abandonner l'envie de créer après Dumbo. Il l'a dit lui-même. Et pour ce qui est de la fin, donc où c'est un rêve dans un rêve, pour moi, c'est juste justement Tim Burton qui a retrouvé donc l'amusement, l'esprit qu'il avait avant. Donc Beetlejuice représente ça, tu vois? Et la fin, c'est vraiment, bah, je le laisserai pas partir parce que justement, c'est ça qui me fait vibrer, c'est créer des œuvres Oui, de le cette passé. manière qui me fait vibrer. C'est pas, Miss Peregrine, c'est pas Dumbo qui me fait vibrer, tu vois? Oui, mais c'est le Et pour moi, c'est passé. ça C'est le le message passé de qui le fin. retient. Non, c'est Non, le mais passé qui le laissera pas partir. Pour moi, c'est ça. c'est pas C'est non, mais le pour moi, passé c'est qui pas ne le le laissera pour pas. moi, c'est pas le passé négatif. Pour moi, c'est le passé de je veux dire, faut pas, tu vois, je sais qu'on critique beaucoup la nostalgie et cetera, machin. Mais pour moi, le passé n'est pas non plus constamment source de négativité. Regarder vers le passé, ce n'est pas constamment source de Mais il en fait rien dans négativité. son long métrage. C'est ça le problème. Mais C'est c'est qu'il en développe rien. En fait, le personnage de Jenna Ortega, il aurait pu être intéressant, mais il est tellement mal exécuté. Et en plus, il y a un gros problème par rapport à ça. C'est que le développement, en fait, du personnage de Jenna Ortega, aurait dû être le développement principal du film, en fait. Jenna Ortega aurait dû être le personnage principal du film. Le mais problème, c'est c'est le que, personnage bah, principal du film. non, parce que son temps d'écran est divisé par 6, parce qu'il y a l'histoire de Winona Ryder qui est fait avec des gros sabots, mais en plus qui est pas subtil. Et puis je suis désolé, c'est un film hypocrite et c'est un film un peu cynique aussi, parce que c'est quand même un film où on critique Disney et on dit ah ils sont méchants Disney, et je suis d'accord, hein, mais ils sont méchants Disney à faire sur le passé, etc. Mec, tu fais ça dans un film qui s'appelle Beetlejuice 2, quoi, Mais c'est sans pas du tout déconner en ça fait. qui mais attends, mais Sawyer, mais c'est pas du tout ça qu'il critique en parlant de Disney. Quand il parle de Disney et qu'il critique Disney, c'est parce que Disney a pris Tim Burton en lui disant écoute frérot, ton univers il est génial, on va le respecter, mais en fait pas du tout parce qu'ils lui ont demandé de faire constamment la même chose. Ils lui ont pas dit de Mais faire comme dans le Mais c'est passé, ce ils lui qu'il ont demandé fait, de ne c'est ce pas qu'il fait avec évoluer. Beetlejuice. C'est un remake, Mais pas enfin c'est du un tout, semi-remake du premier. mais pas du tout. En plus C'est la même dans ligne temporelle, Beetlejuice c'est le même truc. dans Beetlejuice 2, il y a aussi tout cet aspect touchant de passation justement du passé vers le futur, avec le personnage de Winona Ryder qui fait la passation de pouvoir au personnage de Jenna Ortega. Mais en fait, le problème du On a personnage de besoin du Winona Ryder, passé pour créer ce genre de thématique. bah oui, mais en fait, pour moi, je l'analyse sous forme de, bah, il a besoin du passé et donc il s'en détachera pas parce qu'il ne peut pas aller de l'avant. Il est bloqué par le passé et ça se voit en fait. Et en fait, et en fait, le problème c'est que c'est déjà un univers référencé en fait. Déjà dans les années 80, c'est déjà un univers qui fait référence aux films d'horreur des années 50, etc. On le sait, c'est toujours ce qui l'a passionné. Même quand il fait Ed Wood, qui est pas un qui est pas un réalisateur qui parle d'horreur, bon, quoi que si, mais il parle aussi de SF, mais qui est aussi un réalisateur tourné vers les années 50. Donc c'est aussi une période qui l'intéresse. Qu'est-ce qui reste justement des années 80? Qu'est-ce que c'est l'héritage en fait qui reste de ce truc-là? C'est pas un film c'est un film qui le développe mal en fait et qui sait pas comment le faire, et donc qui va juste, en fait pour moi c'est l'équivalent du hocher qui bouge en fait pendant 1h40 pour t'occuper. Il n'a rien à raconter à part bah, j'ai besoin du passé pour survivre, et c'est tout ce que je peux faire en fait, et c'est terrible. Et par contre là bon, je pense qu'on en parlera plus rapidement, mais il y a des personnages, Monica Bellucci, je suis désolé, elle globalement elle marche pendant 1h40 en fait, elle marche, après elle se prend un stop par Beetlejuice, elle dégage et hop, fin de tournage pour Monica Bellucci. Elle ne Non, mais sert à rien en fait. Tim Burton a toujours eu l'habitude de toute manière de mettre dans ses films ses compagnes. Ouais, Alors mais oui, écris-lui un rôle quoi, enfin je sais pas, il y a pas de là, en gros son rôle c'est que c'est l'ex de Beetlejuice, et elle en gros elle a une interaction avec Beetlejuice à la fin et c'est fini en fait. Enfin le personnage n'a aucun impact sur l'intrigue. Il y je a suis aussi d'accord que sur ce personnage, c'est pas ouf en termes d'écriture, je suis d'accord. Par contre, ouais, le et personnage de Willem Dafoe est génial. il est marrant, mais ce n'est qu'un fragment en fait dans le truc. Et alors en fait, c'est Mais non, ça mais justement, c'est c'est pas là un où. fragment, le personnage de Willem Dafoe, c'est un personnage qui te rappelle, et je préchote, tu vas me dire: «Oui, il te le rappelle constamment et tout et cetera». Non, mais c'est pas un problème. C'est un personnage qui a un running gag, mais un running gag intéressant parce qu'il te dit: Que je «Il trouve faut drôle, hein. toujours Je trouve très il drôle. faut toujours rester dans le vrai». Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Tim Burton n'a pas besoin de rester dans le faux en s'autocitant en permanence comme il l'a fait chez Disney. Il faut rester dans le vrai sur ce qu'il a besoin de créer et de dire. Donc là aussi, c'est Mais il touchant. s'auto-cite là aussi. Mais il s'auto-cite aussi en fait dans celui-là. Enfin, le film ne fait que citer le précédent boucle après boucle en fait, et c'est Mais il y a terrible aucun parce que personnage comme William Dafoe dans le précédent.
Je suis d'accord, mais en fait, le fait est que moi, j'aurais aimé que le film, parce que justement, là, je vais dire un truc positif sur le film, j'aurais aimé que le film soit plus de justement, bah, on avait parlé de la scène en noir et blanc, mais aussi de William Dafoe, que ce soit plein d'idées loufoques, en fait, qui s'enchaînent. Et le film n'est pas ça, en fait, c'est juste un couloir, en fait, qui est inferne, enfin, c'est un enfer, le rythme, c'est très mal rythmé. Et en plus, ça, on n'en a pas parlé depuis le début de la critique, mais le personnage de Catherine O'Hara ne sert à rien. Et tu sens qu'il en a rien à faire lui-même parce que moi, il y a toujours un truc Le qui m'a marqué dans les personnage de films de Catherine Burton. O'Hara, c'est un personnage qui appartient au passé, qui laisse crever à la fin pour lui dire au Ouais, revoir. Donc comment tu peux dire qu'il reste et, accroché au passé? ouais, mais en fait, bah justement, en fait, parce que même dans les plus mauvais Burton, il y avait un truc, bon, pas Alice, mais même dans certains Burton qui étaient laborieux, mais où justement, bah moi, tu vois, je m'attendais que le film soit vraiment comme Mars Attack, tu vois, qui est un film de Burton qui est pas parfait, mais où pour le coup, on se marre vraiment. En fait, il y a plein d'idées à la minute. C'est un film qui s'arrête jamais, en fait, qui est super bien rythmé et qui a des gros problèmes d'écriture. Mais pour le coup, c'est un film que je trouve très fun. Et en fait, le gros problème, c'est que tu vois que dans Mars Attack, il aime certains de ses personnages, tu vois. Le père de famille qui est à Las Vegas déguisé en égyptien, il l'aime, il a de l'amour pour ses personnages. Là, j'ai jamais vu un Burton qui en a autant rien à foutre de ses personnages. En fait, il y a Mais juste c'est Beetlejuice faux, et comment tu peux dire ça? notamment Catherine O'Hara. Catherine O'Hara parce que sa mort est une vanne, en fait, littéralement. Le truc avec le serpent, c'est une vanne. À la fin, elle se barre, mais Winona Ryder et Jenna Ortega, elles n'en ont rien à foutre que Catherine O'Hara se barre. Elles font oh non, bon bah au revoir Mais mamie. c'est normal Il y a parce que aucun elles impact. peuvent voir les morts. Mais en fait, c'est Donc facile c'est ce normal truc-là. qu'elles Mais en soient pas fait, touchées. Elles peuvent voir les morts, elles peuvent aller dans le monde des morts quand elles veulent. Et comment tu peux dire que le film n'en a rien à foutre des personnages quand tu vois tout ce qu'il raconte? J'en ai parlé d'ailleurs. Après, est-ce que j'ai raison ou tort? Ça, c'est voilà, c'est très subjectif. Mais quand tu vois tout ce qu'il raconte sur Winona Ryder avec Justin Theroux, Winona Ryder avec Jenna Ortega toute seule. mais parce Limite, que j'ai son envie de te seul. dire, le personnage où il raconte le moins de choses avec, c'est Beetlejuice. Ouais, mais en fait, non, parce que justement, moi, je trouve justement que, en fait, le fait est que, bah, je trouve que Winona Ryder, c'est très creux, en fait, au final, et c'est très cynique, en fait, je trouve, comme je l'ai dit, bah, on va pas se répéter encore une fois, mais moi, je trouve que c'est assez cynique, en fait, par rapport à, bah, ce que ce film représente, en fait, et pourquoi ce film arrive maintenant, tu vois, c'est vraiment une suite héritage, et justement, bah, c'est là où, justement, c'est le gros point positif et qui fait que, bah, j'ai mis la moyenne, tu vois, sur Letterboxd, c'est que, moi, je trouve que Michael Keaton est fabuleux dedans. Il est encore mieux que dans le premier, parce que, en plus, il a vieilli, en fait, avec le temps. Il y a eu 35 ans qui ont passé. Et ça se voit pas en vrai, Il, hein. bah, en fait, justement, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que si, ça se voit. Mais ça passe super bien parce que, justement, il a un aspect crade, en fait, vraiment repoussant, en fait, dans son maquillage et dans son truc. Et c'est le seul truc qui fait réel, en fait, dans le film. Je trouve que tout fait assez artificiel. Et même parce que, justement, j'en ai pas parlé, mais ce que je disais par rapport à la pellicule, c'est que il essaye de refilmer les mêmes décors, mais il les filme avec une caméra numérique. Et donc, je trouve qu'il y a un aspect qui fait fake, en fait. Il y a un aspect moins palpable, en fait, que dans l'original. Et Michael Keaton, c'est le seul Bah oui, truc, mais au bout de d'un par son. moment, tu bases toute ta critique sur faut pas rester bloqué dans le passé, mais là tu me dis, oh, ça aurait été mieux que ça soit en pellicule comme dans le passé. Non, 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 justement. Je dis que, bah oui, mais en fait, alors, c'est intéressant que tu dises ça, parce que je trouve que le film aurait dû adapter sa manière de filmer, en fait, et sa manière de voir le monde. Tu vois, s'il filme en numérique, bah alors il faut que tu changes le truc, il faut que tu l'évolues, en fait. Faut que tu fasses évoluer tout le monde. Là, j'ai l'impression de voir le même monde évoluer comme il y a 35 ans. Et en plus, ça aide pas, comme je l'ai dit, par rapport à la pauvreté des décors. Mais, euh, La mais, pauvreté des décors! Non mais là c'est de la mauvaise mais foi, je suis désolé, tu peux pas dire. Quand tu vois par exemple tous les films actuels, je suis désolé, tu peux pas dire que enfin les gros films actuels, certains gros films actuels, pas tous, faut pas faire de généralité, mais certains gros films actuels qui coûtent le même budget que Beetlejuice 2, tu peux pas dire que les décors de Beetlejuice 2 sont pauvres, c'est faux. non, ils sont pas pauvres, ils sont mal filmés et en plus je trouve que le découpage est vraiment pas terrible, hein. C'est quand même un découpage très lambda en fait. Et moi Bah, j'ai un mais par contre tu m'as dit en privé, oh, il y a trop de chants contre chants et tout. Mais Tim Burton, ça a toujours été énormément de chants contre chants. C'est une mise en scène qui est assez classique. C'est les visuels, par contre, les décors, oui, le mais en fait cadrage, la photographie, pour moi tout il est ça qui filmé ont fait vraiment. pour moi il est filmé avec peu d'amour en fait. Je trouve il est assez dépassionné. En fait, Non. les seuls moments où je le vois passionné en fait et où je le vois vraiment en fait avec des idées, c'est quand il te fait la séquence en stop motion, quand il te fait la séquence en noir et blanc, même quand il te fait le truc avec le mini Beetlejuice qui à la guitare là, même avant la scène quand il est sur la miniature. Il y a des trucs intéressants là-dedans. Et Michael Keaton aide grandement à ces trucs-là
parce que pour moi, c'est le seul truc qui est vraiment vivant, en fait, et qui est Tu peux pas dire palpable dans le film. qu'il filme sans amour ses décors quand, par exemple, la scène de Mac Arthur Park, je vais réussir à le dire quand même un jour, juste après cette scène-là, où il marie donc le monde réel de cette église, où avant il y a eu toute une scène de comédie musicale, et après il marie le monde des morts avec le serpent des sables qui arrive, donc le serpent des sables en stop motion qui arrive dans un décor qui a été construit en vrai, donc ça donne un rendu particulier qui n'est pas dégueulasse. Bah, il Je fait préchote. faux. Enfin, le décor du désert fait faux. Le sable, le verre de sable est pour le coup assez bien fait et assez marrant justement Et là, quand je te tu vois parle pas du passer. décor des sables, je te parle de quand le ver des sables, le serpent de Ah oui, sur sable arrive l'église, dans ok, ouais. l'église à la fin. Oui. Il marie l'univers des morts et l'univers réel ensemble, plus que jamais, plus que dans le premier long métrage. Ouais, mais en fait, il y a le Tu peux gros pas dire problème. qu'il filme sans amour, non. Bah, je trouve justement que, bah, en fait, il le fait, mais de manière très programmatique, parce qu'il reconvoque le passé pour en faire un nouveau film. Et du coup, je trouve, bah, c'est un film assez dépassionné. Et en fait, non, c'est ça le pire, c'est que je disais, c'est à la fois un film dépassionné et un film où il inculque des idées, en fait. C'est ça le truc. Et en fait, c'est ce que je disais, bah, je sais que tu l'aimes aussi, mais quand je sortais, je comparais le film avec ma famille. Je comparais le film aussi au Doctor Strange de Sam Raimi. Parce qu'en fait, le Doctor Strange de Sam Raimi, c'est un film qui a plein de problèmes, qui est trop programmatique. Mais par contre, où il y a des idées, où tu vois que Sam Raimi il se bat en fait contre Marvel et qui justement il propose des vraies idées. Là, c'est Mais là, terrible parce que je pense que c'est un film où bah, c'est un film qui a une carte blanche. Attends, laisse-moi finir. C'est un film qui a une carte blanche en fait. Je pense que Burton a eu carte blanche. Il n'a pas été très limité par le studio en fait pour faire son film. Et c'est un film où justement tu as l'impression il a aussi peu de contrôle créatif parce que il se fait deux trois séquences. Mais en fait, t'as l'impression qu'il a fait ces films-là pour ces deux, trois séquences et qu'il a essayé de tout recoudre avec. Et du coup, je trouve que Mais ça fait très fake artificiel. Mais il bon, y on a se pas répète de, beaucoup. il y a pas deux, trois séquences. Il y a tout le truc qui tourne autour du fait que le mari, il a été mangé par un requin et tu le vois avec son corps là et qui parle et tout, etc. Il y a le Soul Train. Il y a quand même la scène avec le serpent des sables dans l'endroit du serpent des sables. Il y a le mariage entre le monde des morts et le monde réel à la fin. Il y a également la salle d'intente. Il y a tout le truc aussi avec le français qui passe de New York au monde des morts ensuite. Oui, qui a un prétexte pour introduire le personnage de Monica Bellucci. Je le dis pas en défaut, hein, mais qui a un prétexte pour la scène avec Danny DeVito et Monica Bellucci, justement. Bah oui, mais plus toute la scène du passé de Beetlejuice, etc., etc. Pour moi, c'est pas du tout un film où il y a de la pauvreté, où il sait pas filmer ses décors, où il n'a pas d'amour pour ses décors, où il n'a pas d'amour pour ses personnages. Au contraire, plus toute la scène en stop motion, etc. Je pourrais t'en citer 1000 des scènes où je me suis Mais, dit, oh, ah c'est malin, ah il s'amuse, mais ah c'est bien. en fait, sa manière de filmer en fait est peu énergétique et c'est ça qui me rend. Pour moi, je trouve qu'il a pas de foncièrement d'idées en fait même de cadrage en fait. Je trouve que il y a des cadrages qui sont pauvres en fait et à cause des cadrages, à cause justement, bah, en plus du rythme qui est désastreux parce que dès que tu arrives à un endroit en fait, on t'en pose un autre et donc t'as pas le temps de t'habituer à cet endroit-là. Bah en fait, tu n'en retiens rien en fait et je trouve que bah du coup le film fait fake en fait comparé au premier qui pour le coup et en fait c'est terrible ça. Alors attends, sans mauvais jeu de mots, c'est un vrai film de cadavre en fait, de ce qui reste en fait de cette industrie en fait et de lui qui se raccroche au reste en fait pour survivre. Mais bon, je pense qu'on va conclure parce que là on tourne beaucoup en rond, mais ouais. Donc, vous l'avez compris, Sawyer a tort et j'ai raison. Sur ce, j'espère que... Ok, Durandal. Non, mais en vrai, débat très intéressant. Mais c'est marrant, en fait, je le trouve vraiment cool ce débat parce que pour ceux ou celles qui nous écoutent, faut savoir que Sawyer et moi, généralement, on est quand même assez d'accord sur, Oui, c'est vrai. sur les longs métrages. Et là, on l'est pas. Du coup, je remets en cause mon amitié, tu vois, honnêtement, Ouais, je te bah, le voilà, dis, ouais. voilà Bah, quoi. c'est pas grave, Albator il va passer top 1 dans mes potes et tu vas passer top 2, c'est pas grave. Ah bah super, bah nickel, ok. Non Bah mais, ok, bah nickel. non, mais du coup, c'est intéressant parce qu'on n'est pas d'accord. Mais en fait, voilà, je pense qu'on va conclure là-dessus. Ce qui est intéressant avec Tim Burton, c'est que dans ses réussites ou dans ses chutes, il est toujours passionnant. Il y a toujours des choses à dire, tu vois. Là, ça fait 49 Bah minutes qu'on oui, enregistre sur son effectivement. film, tu vois. Donc c'est un auteur quand même, et je trouve que tous les auteurs ne sont pas comme ça, tu vois. Par exemple, bah, je suis en train de faire une critique sur Beetlejuice et j'en parle dedans, mais Robert Rodriguez, tu vois, en ce moment, c'est la chute pour lui, tu vois. Ah, pour le Genre coup, vraiment, lui, ces films, pour le coup, je pense que le ratio bon film, mauvais film, il est compliqué hein, chez lui. tu vois, c'est vraiment la chute. Moi, j'aime bien le cinéma de Robert Rodriguez, généralement, mais là, franchement, en ce moment, c'est pas possible. Mais il n'y a rien de passionnant, tu vois.
Genre, il y a pas de... Tu vois, c'est juste Ouais, mais pour pas moi bon. là, en fait, je te rejoins sur le fait que c'est un film assez passionnant à analyser, mais en fait, malgré lui, en fait, c'est ça, c'est pour ça. Bon, j'en ai déjà parlé, mais voilà, c'est par rapport à ce qu'il dit en fait sur le cinéma de Burton et son évolution. Je trouve que c'est un film intéressant à analyser, mais un peu triste à analyser en fait malgré lui en fait. Mais voilà. Mais donc, on va finir sur une petite question ouverte. Voilà. Le film s'appelle quand même Beetlejuice, Beetlejuice. Et si vous connaissez l'univers de Beetlejuice, il faut dire 3 fois Beetlejuice pour qu'il apparaisse. Est-ce que tu penses qu'il y aura un 3? Sachant que le film cartonne au box-office. Hein. Genre vraiment, s'il fait pas Alors, il a 1 dit milliard... il a dit qu'il ferait pas de 3, mais moi j'y crois pas honnêtement. Enfin, Bah franchement, je pense qu'il y aura un 3. moi j'avais vu une interview de Michael Keaton, je crois, où on lui disait